Avec Baseman qui est devenu chouette après, on se dit ouais, ce serait bien qu'on fasse un groupe. Ouais, on regarde, mais dans notre ville, on a une réputation de drogués, de schlag et tout. Ah, mais nous, on est drogués du spray. Ah bah vas-y, ce junkie spray. Ce junkie spray TJS en fait. Et c'est comme ça que je rentre dans mon ère, on va dire, l'ère junkie quoi. Junkie TJS, partie 3. Des platines et du son. Je m'intéresse très vite aux platines. J'ai pas de matériel. Il y a un pote à moi qui rappait qui s'appelle Mario. À chaque coup, il me grattait mes maxi parce qu'il y avait des instrus. Et un jour, il a fait la première partie de l'époque à la MJA, la première partie de Rap Sonic, avec mon maxi que je lui ai prêté. Et c'était venu faire un concert. Crazy B, Daddy Maurice, étaient venus faire un concert Rap Sonic. Je vous le garantis, oui les amis, il y a le rock, on va faire du bruit, on va mettre la danse toute la nuit avec la tête d'un biche et couleur gris. Ça fait que j'ai prêté au maxi, il m'a dit ouais fais DJ, je fais ah non, je sais rien faire, c'est nul ce que je fais. Il y a Crazy B, je remballe. C'est pas il est super fort, il fait des trucs des MC et tout. Moi je sais pas, c'est pas possible. Vas-y mets la danse, ça retourne, vas-y mets la danse, on va la pause, vas-y mets la danse. Et puis un jour, il trouve un pote, Félix, dans un quartier qui s'appelle la Cité Rouge, à Gennevilliers. Et lui, il avait des platines. Et ça fait que je ramenais mes disques, que j'avais un petit peu volés, évidemment. Et j'allais chez lui pour mixer, scratcher, ceci, ainsi de suite. Il nous laissait rentrer chez lui, et puis il nous laissait platine. Il fait « éclatez-vous, les petits ». Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris la platine, tu vois, les vitesses. Je connaissais pas, moi, les vitesses, les trucs, le pitch, une table de mixage, et ainsi de suite. Et puis un jour, il quitte Gennevilliers. Et là, je me retrouve en galère, je n'ai pas de platine. J'ai une platine de merde qui ne sert pas à scratcher. C'est un truc de mini-chaîne, quoi. J'avais pas le reste du matériel. Et celui qui avait une partie du matériel, c'était Lord Chami. Lord Chami, il avait une partie du matériel. Ça fait que j'allais souvent chez Lord Chami. Et puis après, moi et lui, on allait souvent chez Mehdi. Parce que Mehdi, il est plutôt à Colombes, il habitait à Colombes. Toute sa famille est à Gennevilliers. Après, il était à Colombes avec sa maman. En fait, son oncle, c'est Choukri. Et son oncle était mon animateur. Il était animateur à la MJA. Il a vu qu'on s'intéressait à la musique, à la peinture. Et puis, je savais que son neveu, c'était Mehdi. Je connaissais sa famille. J'allais souvent chez Mehdi faire les platines, tout ça. Après, Mehdi, on aimait bien scratcher, mais on le rendait tellement fou, tellement des petits cassos. On le rendait fou, on a dit, vas-y, on va pas l'embêter et tout. Il est sérieux, on va arrêter de l'embêter. Et puis, au fur et à mesure, après, j'ai mis du temps à avoir des platines, ça a mis très longtemps. J'ai dû économiser beaucoup d'argent, ça coûtait très très cher pour avoir des platines. Et puis, au fur et à mesure, mes trous d'air, je disais, c'est comme ça, je cherchais un moyen, faire de la musique, me fournir en disque, ainsi de suite. C'est ça un peu les trous d'air dans le graffiti, ça me servait dans la musique évoluer. Mais après, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Ça m'intéressait, c'était vraiment de la passion. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai compris la valeur du disque. Et puis j'ai voulu récupérer une partie de la collection de mon père. Et ça fait que c'est comme ça que petit à petit, mes trous d'air, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la musique, quoi. À l'époque, dans le hip-hop, en tout cas, dans les fin des années 80, chaque groupe avait, entre guillemets, son graffeur ou son équipe de graffeurs. Ça fait que, pour l'Académie que venait de Gennevilliers, le graffeur officiel pour faire les pochettes, tout ça, c'était La Chouette. Ça fait que moi, je connaissais Raoul, plein de trucs, parce que c'était des grands qui étaient déjà dans le rap, on était fiers d'eux. Il y avait aussi l'histoire avec Miguel, il est décédé par son âme, on avait 1 an d'écart, et puis on se retrouvait dans plein de petits groupes, dans le 92 EP, tu vois, plein NSP, plein de trucs comme ça, qui fait qu'on se retrouvait à Colombes, avec R, il y avait des réunions, genre on était sérieux, on allait envers le monde. C'était sérieux tout ça, mais c'était très instructif parce que ça permettait
d'avancer les pions aussi en termes de graffiti. Ouais, là, on tague pas ici, là, on tague pas celle-là, on va faire des graphes ici. Ici, il y a un terrain. Ah, il y a un terrain. Ouais, il y a un truc ici. Ah, il y a le terrain, c'est là que j'apprends le terrain mouton du Vernet. Ah ouais, il y a un terrain là. D'accord, aussi, ainsi de suite. Ça avancer les pions. Et puis, ce pacte, Miguel, qui fait un groupe, s'appelle Point Académique. 7h du matin, tu sors de ton plumard. Direction la salle de bain, faut pas que tu sois en retard. T'allumes la radio pour écouter les infos, manque de peau, tu tombes sur un truc archi chaud. Problème académique, pour toi c'est le déclic. Ta tête tordue te dit vaut mieux rester au lit. Société anonyme avec 10 PDG. Problème académique à plus de 100 000 degrés. Ils ont fait un maxi qui s'appelle Destination Bali, dont c'est la Chouette qui a fait sa première pochette graphiste, avec un vieux Mac à l'ancienne, je ne sais même pas comment, pour moi c'était de la magie. Et lui, petit à petit, commence à quitter le graphe et à s'intéresser plus côté graphiste, ordinateur, tout ça. Et moi, je persiste. Moi, je lâche pas l'affaire. Et ça fait que je traînais beaucoup avec eux. Quand il y avait un concert, j'étais là pour on supporte, quoi. On supporte l'équipe, c'est le groupe de la ville, et ainsi de suite. De Gennevilliers au bout du monde, pour toi c'est des cartons. Tu prends un cachet d'aspirine avant que ta tête explose, car tu sens que cette musique ne te fera pas de cadeau. Ils veulent enregistrer un album. Ils font des maquettes au luth. Ils font une maquette dans un endroit qui s'appelle Robert Desnos, qui est devenu aujourd'hui cet endroit le Tamanoir. Il y avait un grand du quartier qui avait réussi à avoir ce lieu, parce que c'était chez nous. C'était chez nous, et puis c'était positif, quoi. Il voulait enregistrer un groupe, il achète un sampler. Il achète un sampler qui coûte super cher, un Akai S1000. Ça vaut super cher. Il achète ça, et il y avait un DJ qui s'appelle ZK qui faisait les musiques. Et ça fait qu'il travaillait dessus, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pas trop suivi, ça a été abandonné. Et vu que Sampler, c'était des gens qui faisaient partie du business, du deal de la ville, ils avaient investi sur ce sampler-là. Ce sampler, il a un peu abandonné. Et à chaque coup, j'allais chez un pote qui était musicien, et je voyais ce sampler. Je voyais ce sampler et je fais « Oui, il fait quoi les S1000 ? Ouais, vas-y, il est là, vas-y, les autres, ils ont dû se prendre la tête, ça n'a pas collé, tout ça. Ça guère, il était abandonné, les projets. Et puis après, pour l'académique, ils se sont transformés en sous-scellés. Le groupe s'est transformé en sous-scellé. La explique narcotique pour sous-scellé. Sous-scellé représente pour Gennevilliers. JS, j'engage un pari MC gomme des gommes sur le mic. Mon style te colle comme la merde colle sous tes Nike. Ils ont fait autre chose, tout ça. Bon, après, c'était difficile à l'époque en indépendance faire des choses. C'était compliqué. Le sampler était abandonné. C'est ouais, t'es bizarre, tu t'intéresses beaucoup à ce sampler. Je sais, bah ouais, il est là, il fait un mois, je viens ici, il est là, il prend de la poussière, personne s'en occupe. Au moins, prêtez-le moins. Moi, j'essaie de faire quelque chose. Ouais, tiens, il y a la prise, je sais pas où la documentation, il n'y a rien. Tiens, prends ça, vas-y, allez, vas-y, va jouer, laisse-moi tranquille. Je l'avais saoulé. Je ramène le sampler chez moi, je sais pas m'en servir. Je vais voir Mehdi, je lui fais « Est-ce que toi, tu sais t'en servir du S1000 ?» Il fait « Non, parce que moi, mon sampler, c'est un sampler cloné. » Un sampler cloné, ça veut dire c'est quelqu'un de Colombes qui a fait la copie avec les composants, tout ça, et qui a créé un sampler. Il y avait des vrais bricoleurs. Et ça fait qu'il a fait le même fonctionnement qu'un Roland. Il a fait ça, ça a bien fonctionné, et puis il l'a laissé à Mehdi. Il a pris dessus, puis il a fait de la musique. Ça lui a servi à faire de la musique. Mais c'était avant l'aventure Idéalgie et tout ça, quoi. Et ça fait qu'on est tous chez Mehdi, il avait samplé. Nous, on ne calculait pas, hein, c'était une ambiance, hein, ça habillait nos journées, un peu de musique, ça sample, ça rigole. Et puis on s'intéressait un peu à la musique, parce qu'on faisait des gros débats à l'époque. Il y avait un gros débat, parce que Mehdi était un gros fan de IPMD, super gros fan d'IPMD. Et il y avait un gros débat, parce que lui disait, ouais, IPMD, non, c'est les plus forts, Xermanche, ouais. Moi, je disais, mais je pense que Tribe Called Quest, quand même, c'est assez différent. Moi, ça commençait les débats, oui, mais je trouve que c'est mieux. Il fait, non, IPMD, ouais, c'est fort, mais tu vois, bon, on fait des débats. En plus, on apprend qu'il y a un morceau qui est Lock of Lucien. C'est un français, parce qu'on avait vu la vidéo où Lucien rappe en français contre l'apartheid. C'était passé, je crois que c'était passé sur Rapline. Afrique, spécialement dans le sud, là où la violence est la plus rude. Oh, il rappe en français. C'est un mec de chez nous. Ouais, après, il y en a un qui est plus technique que nous, qui dit il y a un morceau de Tribe Called Quest, Lock of Lucien, c'est lui. Ah, d'accord. Alors, on est encore plus fiers. Ouais, ainsi de suite. Alors, évidemment, on défend.
on défend ceux qui ont mis un français en valeur. Évidemment, l'autre il me parle des PMD, je fais non, eux c'est un peu mieux, ils s'habillent avec des trucs africains, non c'est eux. Parce que pourquoi on parle des PMD? Parce que les PMD dans le premier album, dans la pochette, derrière il y a un sampler, il y a un Atari, et plus loin il y a un petit morceau de sampler, tu vois un S950 je pense, hein, peut-être S900, tu vois un sampler à caille en tout cas. Et nous, on regarde les pochettes, on espionnait, on regarde derrière, ouais, c'est quoi là-bas? C'est quoi là-bas? Ouais, je vois un sampler et un Atari. Mais pourquoi son Atari? Parce que tu vois, dans la photo, son Atari, son écran, il est en couleur. Nous, en monochrome, on dit, mais les Américains sont trop loin. Donc, bref, et c'est comme ça, voilà, il y avait des formes de débat, d'échanges, on s'intéressait à des morceaux. Ah, l'autre, il ramène un morceau, je connais pas. Ah ouais, ainsi de suite. Et en fait, au fur et à mesure, on s'éduque un peu plus dans la musique rap et son évolution aussi. Je ramène le sampler chez moi, que j'ai toujours gardé, je l'ai encore. Je ne sais pas m'en servir. Je vais voir Mehdi, DJ Mehdi, je lui fais « Est-ce que toi, tu sais t'en servir ?» Il me dit « Mais pourquoi tu veux savoir ?»« Ah, parce que je traficote un S1000, je lui dis pas tout, je fais mec un peu éloigné, bizarre. Ouais, je sais pas, je voulais pas lui dire que j'avais un sampler. » J'ai fait « Bon, c'est pas grave. » Et je vois, il me dit « Ouais, mais en tout cas, si tu trouves un sampler, quoi qu'il arrive, il faut que tu aies un Atari. » Un Atari, je trouve un Atari avec l'écran monochrome, là, truc chelou, je prends un Atari. On passe une disquette, un mec du lutte encore, un musicien, il s'appelle Femi, il me passe une disquette pour avoir le Cubase. Oui, mais comment ça marche le Cubase? Ah, tu me vois faire, c'est des carrés, tu t'amuses, tu te débrouilles. Par contre, tu branches les prises MIDI, in, out, tu fais attention. Hop, je branche, il te faut un clavier de commande. Je fais, c'est quoi un clavier de commande? C'est un synthé, c'est un clavier, il n'y a pas de son, mais tu peux mettre un truc, tu prends un truc vite fait qui coûte rien. Là. Je me débrouille, on m'en prête un, ceci, cela, et puis je me prends la tête, j'arrive pas. J'arrive à me prendre la tête, puis j'arrive à faire une boucle. Je prends un breakbeat, je sample, j'arrive à faire une boucle. Et là, j'étais tellement fier, je l'enregistre sur une cassette, je fais écouter à la chouette, aux autres, tout ça. Yeah! Comment t'as fait? Bah, j'ai réussi. Je me l'ai raconté, j'étais heureux, j'ai fait ouais, j'ai réussi. Mais comment t'as fait? Bah, j'ai appuyé sur des boutons, à fur et à mesure, un jour, ça marche. T'as pas de manuel, t'as rien, comment t'as fait? J'ai réussi. Il fait qui t'a aidé? Mais personne n'est là, on peut pas m'aider. Midi, il a un autre sampler, l'autre, il connaissait rien, ceci, cela. Ça fait que celle-là, c'est les trous d'air. Ça fait que je taguais moins, je taguais juste sur le chemin, quelque part, c'est tout. Je me concentrais sur ça. Un jour, Midi, il apprend qu'en fait, j'ai un vrai S1000. Il vient jusqu'à chez moi. T'as un S1000, tu sais t'en servir. Je lui montre, fais ça. Putain, c'est chambé. Et puis après, ma porte était ouverte. J'ai ouvert à Lord Cham, il est venu, DJ Lord Mac, il est venu. Moi, j'ouvrais la porte à tout le monde. Viens, on fait de la musique tous ensemble. T'as des idées, viens, on sample, on s'en fout. C'était n'importe quoi. Et mes parents, ils étaient quand ils dit ouais, parce que il est avec des gens, il fait de la musique. On ne sait pas ce qu'il fait, mais il reste tranquille. Il n'est pas dans la rue faire n'importe quoi. Et chez moi, ma chambre, c'était le squat. Tac, tac, tac. Et c'est comme ça que je m'intéresse à ce sampler-là. Et ça fait que je l'ai toujours gardé comme souvenir, et parce que c'est historique pour moi. Ce qu'il y avait dans Public Enemy, Ultramatic M6, d'autres groupes, d'autres maxi, ils utilisent des samples qui découpent, ceci, ainsi de suite. Et ça, je l'ai bien compris. J'ai dit, il faut une collection de disques. Il faut du disque. Alors, au début, j'allais au Puce. Il y avait aussi un magasin qui nous a beaucoup aidé ici. C'était les jumeaux, il y avait Street Sound. Ils avaient un magasin à Agnières qui a moins de 2 km, pas loin de la patinoire d'Agnières. Ils avaient un tout petit magasin. Ils connaissaient la Chouette parce qu'ils savaient qu'il était fan du groupe Maze, que tu avais Maze One. Il dit, Chouette, on sait que tu fais du graphe. Ce serait bien que tu fasses notre store. La Chouette, il m'appelle, il me dit, viens, il y a un plan pour faire un store. T'inquiète, ils nous payent en disque. Magnifique. On y va, on fait le graph street sound, tout ça, ceci, cela, ils nous payent en disque. Et en même temps, eux, c'est des geeks, ils sont super sérieux. Et j'écoute, ils parlent des trucs de funk, des trucs pointus, ils parlent de structure, de trucs. Oh là là, mais ça, jazz rock et tout. Moi, j'écoute parce que c'est intéressant, ça me nourrit, j'apprends des choses. Je vois, c'est tout. Il me dit, ouais, bon, alors tu veux quoi comme disque? Bah, dis-moi les disques qui sont bons, me dis pas des disques faciles, hein, des trucs bien. Écoute, ça, tu vas kiffer, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ça, c'est un peu trop cher. Ton graphe, ça négocie, ceci, cela.
Et puis la chouette, pendant un moment, je l'ai payé en disque. Et après, la chouette me dit, vas-y, tiens, les disques pour toi. J'en veux pas, en fait, je m'en fous. T'es trop à fond dedans, vas-y, garde-les. Et là, c'est comme ça que je commence à commander mes premiers samples. Après, je dis ouais, et puis je me dis, ouais, les premiers samples, c'est un peu trop facile, un peu trop cramé. Comment je fais? Bah, je prends des disques à 2-3 francs. Je récupère des disques des Jacques Brel, des trucs de variété française, et je récupère d'autres disques, des jazz un peu plus pointus que je connaissais pas. Et là, je commence à sampler d'autres samples, je les ralentis. J'avais pris un sample de Gnawa, j'avais ralenti parce que j'avais un disque quand j'avais récupéré, puis je fais de la chasse des disques. Et puis il y a des gens qui commencent à se débarrasser de leur vinyle, tu vois, c'est comme le CD prend une importance. Puis je vois des gens, je fais ouais, t'as des vinyles, tout ça, pourquoi tu les veux? J'en ai marre, ça prend de la place. Ah ouais, donne. Et je prenais, hop, je le mettais chez moi, et ainsi de suite. Je commençais à créer ma propre collection de disques, que ce soit de jazz, musique africaine, musique maghrébine ou asiatique, des trucs chelous. Et puis au fur et à mesure, je reprends une phase plus graffiti, parce que je suis plus à l'école. Moi, j'arrête l'école à 17 ans. C'est en 1992. Je vais à l'école, ça marche pas. Je fais le brevet d'école, je me donne le maximum. Je n'y arrive pas. Brevet d'école, je le loupe. Après, je vais au lycée. 4e techno, 3e techno, ça me plaît pas. Il n'y a que des fous. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je me suis renseigné, il y avait un BEP art plastique, mais dans le privé. Je vais au CEO me disent qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je fais art plastique et dans mes renseignements, parce que je me suis renseigné à l'époque, je me renseignais à la bibliothèque, je me renseigne, je fais un truc art plastique, je dis mais c'est payant, mes parents n'ont pas les moyens, comment je peux faire? Et CEO me dit mais pourquoi tu te prends la tête? T'as qu'à faire mécanique. Et moi je fais ça, mais pourquoi je fais mécanique? Je m'en fous de la mécanique. Mais c'est pas grave, t'as le droit de t'en foutre, mais tu peux faire de la plomberie. Parce qu'il y a une école à Villeneuve de... Non mais ça m'intéresse pas moi. Ça m'intéresse pas. Ça m'a saoulé. Je dis ah ouais, vous voulez me forcer quoi. Je suis ouvrier ça m'a saoulé. J'ai arrêté direct. J'ai arrêté. J'étais à inscrire une mission locale. Et puis comme j'étais entre guillemets un traînard, je traîne, je regarde les choses. Quand t'es à ta guerre, tu traînes, tu t'intéresses à plein de choses. Et puis je traîne, je suis dans le 9-3. Je rencontre quelqu'un qui me dit ouais, il y a une formation assistant à ingénieur du son à Villemomble. Ah ouais. Ouais, une formation et tout ça. J'y vais là-bas, à Villemomble, j'ai l'adresse, j'y vais. Je fais oui, pareil, vous faites des stages. Oui, c'est vrai, mais ça se passe pas comme ça. Attends, doucement, t'es où? T'habites où? Il faut, ouais, mais j'habite à Juvet. Quoi? T'as fait tout ce chemin? T'es passé par où? Bah, je connais le chemin, Gare de l'Est, je prends le train gris, Villemomble, le Rincy, Villemomble, j'ai vu une adresse, j'ai un plan, je suis arrivé. Il me dit, mais t'es fou, toi, tu viens de loin. Et là, ils me disent, ah, mais ça t'intéresse de faire un stage? Je vois, mais il y a un problème. Tu viens du 92. Ici, c'est la priorité au 93. Je fais, comment on fait? Il me dit, bon, on va faire un truc qui n'est pas très légal, mais ça va marcher. Il s'appelait Bernard, le mec qui faisait ça. Tu vas faire mon adresse chez moi. Je veux dire, comme quoi, tu habites chez moi, ceci, cela. Tu vas mettre ton adresse ici. Je fais ce stage assistant ingénieur du son. C'est important que je te raconte ça, parce que quand je fais ce stage-là, je savais que... d'autres mecs du quartier, hein. Je rencontre un mec d'Épinay. Ouais, tu connais, ouais, t'habites où? Tu connais lui. Moi, je dis non, je connais pas. Je connais, mais je fais non, je connais pas. Parce que je savais, c'est. En plus, sur des noms, c'est des gens qui sont liés un peu au trafic. Je fais je connais pas. Parce que j'aime pas cette curiosité. Puis je rencontre un autre mec qui habite à Montfermeil, à Cité des Bosquets. J'arrive, on se présente, il s'appelle Freddy, hop, nanan, hop, il me dit ouais. Et je vois que, en fait, on fait notre formation. Et puis entre midi et 14h, on doit manger, on ne sait plus quoi trop faire. Et puis, au fur et à mesure, je vois qu'il y a des platines. Chacun ramène des vinyles, on scratch et tout. On fait du scratch. On ramène des disques, on avait pécho sur Paris. Là, j'ai acheté parce que, entre-temps, je vendais des petites cassettes à des mecs de quartier. J'avais un peu d'argent, pas beaucoup. Un mec qui s'appelle, je crois, Thomas, il dit « Ouais, c'est très bien. Vas-y, j'ai un plan, je connais Cut Killer. On peut, dans notre formation, inviter Cut Killer. » Et comme ça, il nous explique du scratch. Mais toi, on sait déjà, mais c'est pour gratter. Comme ça, c'est officiel. Parce qu'à chaque coup, on se cache. Il réussit à ramener Cut Killer. Hop, on voit Cut Killer et tout. C'était largement, voilà, c'était en 1993, hein, je dis ça. Quelqu'un dit, mais tu connais déjà des bases, t'as appris ça où? Bah, j'ai appris, je regarde les gens. J'ai pas de cassette vidéo des MC.
Moi, je regarde les gens, hein, je lui dis à Cut Killer, oui, j'étais à la coupe de Paris, il y avait un graphe de mode et tout, il y avait les groupes rap français rappés, moi j'en avais rien à cirer, les autres étaient rappés, j'en avais rien à cirer, ce qui est calculé c'était les DJ, hein. Moi je m'en fous des autres. Il me dit, ouais, tu sais, ben, j'observe et puis j'essaie de faire. Mais t'as appris où? J'explique un peu mon histoire avec le mec dans mon quartier, j'explique, ouais, t'as une bonne base et tout, mais répète, non, j'essaie d'avoir des platines, et ainsi de suite. On se connecte avec Cut Killer. Après, la formation dure une semaine, c'est terminé. On reprend notre formation d'assistant ingénieur. Et puis, à midi 14h, on répète. Et à un moment, on se fait griller par l'administration. Quelqu'un responsable dit, vous faites quoi, là? Bah, on ne dérange pas, on fait un peu de musique, on écoute, c'est notre pause et tout. Et j'ai dit, non, mais je vous engueule pas. Je fais, on n'a pas le droit et tout. Non, mais parce que c'est intéressant. Moi, je vous propose de faire partie d'un projet. Mais les autres, ils m'abandonnent, ils disent, ouais, c'est lui. Ils disent, ouais, c'est lui qui va le faire. Comment ça, c'est lui? Thomas et Freddy m'abandonnent. Je fais, ah, mais pourquoi vous me... Non, mais c'est toi, tu comprends mieux les passe-passe, tu scratches, le truc. Et là, j'atterris dans un projet avec Banlieue Bleue. Jusqu'au 7 avril, amateurs de jazz et de bonne musique, ne manquez pas les rendez-vous de Banlieue Bleue avec des noms illustres. C'est en Seine-Saint-Denis. Et là, je me retrouve avec des Américains. Craig Harris, un jazzman de New York, avec d'autres musiciens qui viennent de Philadelphie. L'autre, il dit oui, non, mais je connais des gens de Zorro, tout ça. C'est l'époque où il y a le premier album de Nas. Je ramène le premier album de Nas. Il me dit, mais on le connaît. Mais ici, c'est le fils à l'autre, hein. Fils à qui? Il parle de quoi? De qui? Mais son père, c'est un musicien. Tu sais, Louda, il dit, ouais, c'est un musicien et tout. Moi, je fais, mais je savais pas que c'était un musicien. moi, je suis rap, tu sais, mais je sais pas musicien. Et là, avec eux, j'apprends, je fais mes premières dates de concert. Je fais mes premières dates. Et là, je fais mes premières dates de concert avec eux. Une tournée un peu dans le 9-3, dans le bleu, quoi. Sur le 9-3, avec des Américains, des Français, avec quelques rappeurs à l'époque. Et puis, ils me disent des trucs de ouf. Oui, bon, tu t'arrêtes à 32 mesures. Ah, mais comment je fais? Je compte. Non, tu vas le sentir. Tu vas sentir la musique. Tu vas sentir les trucs. Tu vas sentir, tu vas comprendre. Et là, je dis, putain, c'est chaud. Et là, j'ai chaud. Et là, je suis à fond dedans et je m'engraine et tout. Et en même temps, c'est hallucinant, ma vie elle est un peu compliquée. Je rencontre un mec qui s'appelle Isum. Isum, ce qui est devenu Ismaël, celui qui fait les Lascars, et qui devient aussi un humoriste. Je le rencontre, il me dit, mais tu scratches bien toi? Il me fait, moi j'ai un groupe pro-africain. Je fais, ah ouais? C'est quoi ce groupe? Il me dit, il s'appelle Mama Intellect. Et je fais ça, ah ouais? Vas-y, je vais en faire partie. Il me dit, vas-y, viens, je vais te présenter Feno et un autre. Bon, c'est un blanc, mais t'inquiète pas, il est africain aussi. C'est pareil, allez, hop. Et là, je fais ça, bon, ok. Je rencontre Feno, un Antillais bien vénère, pro-black, pro-africain, il dit ça, ceci, cela. Et puis moi, j'apprends des trucs par rapport à la communauté mandjak. Je fais, ouais, mais attends, tu sais, les Africains... Il y a une manière de faire, de comprendre des choses, tu vois, parce que j'avais compris par rapport à ma communauté mandjak. J'explique, et puis je deviens leur DJ officiel. Et puis je fais des concerts avec eux. J'y vends du monde, je fais des concerts. En même temps, en parallèle avec Banlieue Bleue. Et là, je commence à, entre guillemets, me professionnaliser. Mais j'osais pas dire que je faisais de la musique. Parce que pour moi, c'est un petit peu la honte, c'est pas très professionnel, parce que je me cale aux Américains. Je fais, quand même, c'est assez pro quand même. Je me disais pas que je faisais de la musique et j'étais beatmaker. Ils savaient que... J'étais DJ, et voilà, j'étais DJ, ça fait que j'ai fait des concerts avec eux, avec les autres trucs de jazz et tout ça. Et c'est comme ça que je me suis construit musicalement. Ce que j'apprends avec les Américains, c'est que la première rencontre, ils me disent, joue tes parties instrumentales, tes phases B, ceci, cela, scratch, éclate-toi, nous on va t'accompagner musicalement, on va t'accompagner ce que tu fais. Même si ça change de tonalité, je ne comprenais pas tonalité, je me parle de quoi. Il me dit, amuse-toi, nous on va te suivre. Je mixe, je scratch, je fais un peu de tout, je foire des trucs et tout. Il m'accompagne. Moi j'hallucine, quand je vois un batteur qui m'accompagne, là tu dis, on a un autre niveau que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Et tu vois l'autre à la guitare, il s'éclate, font un truc de fou. Là tu dis, waouh, j'arrive dans un monde musical que je ne connais pas. Et là il dit, bon, là, on s'est bien éclaté pendant, on me disait, ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Là, c'est à nous de jouer et là, tu vas t'adapter à nous. Tu vas écouter. C'est là qu'ils me disent que
que tu sais lire ou tu ne sais pas lire la musique, ce qui est important, c'est ce que tu entends. Ce que tu entends, et tu essaies d'imaginer avec ton imaginaire ce que tu peux produire et être ensemble avec l'autre. Deux fois, tu peux être en duo avec moi, ou tu peux être en groupe, tu peux deux fois te retirer et repartir. En fait, il m'apprenait les structures musicales. Comment, très jazz, ou même il me dit, mais c'est comme ça. Après, ils font beaucoup de comparaisons avec la vie. Quand tu respires, quand tu marches, il y a des moments où tu dors, des moments où tu manges, des moments où tu sais. Il fait la musique, c'est pareil. Il faut écouter l'autre et tu vas voir. Et là, à un moment, tu vas t'amuser. Il y a des moments où ça se calme, c'est très dur, on reprend, ou ça dépend. Mais sois à l'écoute. Ton écoute va beaucoup t'aider. Et après, il m'a bien conditionné. Parce qu'après, je comprends. Après, il me dit, bon, tu vois, là, il me dit, il va y avoir des mesures. Il me fait, tu sais, comme tu mixes, tu sais très bien, il y a des mesures. Il me dit un truc basique, il me dit, voilà, dans une mesure, il y a 4 temps. Il fait, tu sais, les 2 et 4e temps, c'est les caisses claires. Le premier temps et le 3e temps, c'est souvent le pied. Et ceux qui font tous les temps, c'est les shorelets. Et en fait, il me conditionne bien pour que, en fait, quand j'écoute, je sois bien conditionné assez près. Il me dit, là, tu vas comprendre les structures. Là, on va créer ensemble. Tu vois, des moments, tu ne vas pas scratcher, des moments, tu vas scratcher, des moments, tu vas mettre en recul, un moment, tu vas juste faire des relances en scratch, tu vas faire des relances. Je sais que tu es capable de le faire. Et là, je comprends une structure, en fait, musicale. D'un titre à un autre, les structures. Et puis après, tu t'adaptes émotionnellement, comment tu gères. Et c'est comme ça, j'ai appris avec eux la musique sans pouvoir lire la musique. Et l'autre, il me dit, par exemple, il me dit, regarde, l'autre, il ne sait pas lire la musique. Mais en guitare, si je lui dis plus ou moins telle note, telle tonalité, il va savoir, il va aller au feeling. Et puis au feeling, et le moment de la création, ça va partir dans tous les sens. Après, on maîtrise. Tu vois ce que tu as fait, on le garde 4 mesures, ainsi de suite. Là, tu as un solo. Là, tu n'as pas de solo. Là, c'est l'autre qui les exprime. Tu jettes, tu fais une passe décisive à l'autre. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que je me suis construit en tant que DJ, avec des structures. En fait, avec des structures. Et c'est là que j'ai appris. Et ça m'a permis à évoluer aussi dans mes productions. Et c'est là où Herbie Hancock revient. Parce que là, quand tu vois les autres faire des trucs comme ça, tu dis, ouais, mais attends, avec les samples, c'est bien, mais comment je fais pour accompagner un sample? Et là, grâce à un musicien de mon quartier au luth, qui était musicien, il est musicien instrumentaliste, il s'appelle Femi, et lui, il me dit, pour faire avoir des sons de piano, ça s'appelle un expandeur. Moi, je fais, mais c'est quoi un expandeur? Un expandeur, c'est un générateur de son. Il y a des pianos, des violons, des trucs un peu synthétiques, mais ça te permet de faire des notes et te retrouver. Il me fait, ça se branche comme en midi, il m'explique, et puis il m'en prête un, qui est tout pourri, et je l'ai encore gardé. Il ne marche plus, mais je l'ai gardé en souvenir. Ça fait que je le branche, et je vois, ouais, je peux faire du piano, mais comment je peux faire? Mais tu le fais ça en midi, il m'explique un peu des trucs. Et grâce aux musiciens avec qui j'ai travaillé, j'ai appris. Et puis le musicien dit, quand tu n'es pas musicien, tu ne sais pas faire des grandes notes musicien, tu fais note par note. N'aie pas peur, note par note. Tu prends la première note, tu fais la deuxième, tu fais la troisième, après tu fais... comment on dit, tu brodes, c'est-à-dire tu fais avec les doigts, tu fais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, tu brodes. Tu fais des petits entraînements de 10 minutes, 5 minutes, pour pas que tu te fasses mal aux phalanges. Tu fais attention, t'apprends. Et ça me nourrit dans ma musique et j'apprends. C'est comme ça que je me suis construit, en fait, musicalement en tout cas. Grâce au graphe, à des plans déco, j'arrive à être, entre guillemets, indépendant et un petit peu aussi les aider. Ils voyaient que je me professionnalisais dans la musique. Et le dessin, ils ne comprenaient pas. Hein. Tous ces graffitis, ils ne comprenaient pas. Bon, tu dessines les murs, tout ça. Mes parents, ils avaient une petite angoisse qui disait, ouais, quand tu vas dans la famille, tu ne dis pas tu fais de la musique, hein, doucement. Hein. Je disais, mais pourquoi? Tu sais, personne n'arrivait à se projeter à l'époque. Tu vois, c'était pas aussi capitalisé qu'aujourd'hui. Et vu que j'étais plus à l'école, à chaque coup, j'aurais ma famille, tu fais quoi? Bah, je suis à l'école, je faisais le mytho. J'ai un petit boulot, j'ai resté flou. J'ai un petit boulot, je suis en stage. C'est vrai, j'étais en formation, mais je n'expliquais pas ce que c'était. Et c'est comme ça que je me suis construit. Je gagnais un peu d'argent. Et mes parents, ils avaient une confiance en moi. Et puis la chance que j'ai, contrairement à d'autres parents, peut-être parce que je suis leur seul fils,
il me laissait la liberté de faire les choses en fait. Moi j'ai cette chance-là, je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. C'est pas évident dans des familles africaines. Surtout à cette époque-là, c'était pas facile, c'était compliqué, il y avait moins de travail, les usines se fermaient, c'était compliqué. Et moi j'avais cette chance qui me donnait cette liberté parce que dis-toi, ils étaient un petit peu tristes que j'étais plus à l'école. Mais j'ai rebondi très vite, j'ai fait une formation très vite, voilà. Et c'est comme ça que je me suis construit un peu dans graffiti et musique, quoi. J'ai arrivé à me professionnaliser, à gagner de l'argent plus tôt que prévu. Nouvelle augmentation du chômage, 0,8% de plus en mai, c'est un peu moins qu'en avril, 1,7%, mais la courbe ne s'inverse toujours pas. Avec 2 447 700 demandeurs d'emploi, les statistiques du chômage ont atteint un plafond jamais égalé. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi a donc augmenté de 1,5%. En 86, il commence à avoir moins de boulot, les entreprises ferment, on embauche moins. Politiquement, on ne sait même pas si il y avait une hésitation, on ne savait pas si Mitterrand était représenté ou pas du tout. Une hésitation, il y avait un peu la peur. Ceux qui étaient un peu gauchistes, ils avaient la peur que... Parce que comme certains, ceux qui ont vécu la victoire de Mitterrand, ils ont vécu la facilité de travailler. Par exemple, ce qu'il dit Macron, tu traverses la rue, tu trouves un boulot. En 80, c'était valable. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Bon, ils ne se rendent pas compte sur d'autres trucs. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. Oh, t'es pas content, ah, vas-y, allez, salut. Allez. Et tu traverses la rue, évidemment, tu trouves un autre boulot. Après, ça devenait moins en moins comme ça. Les usines, il y avait de plus en plus de discrimination envers... ça existait, c'était plus discret, mais c'était plus visible, discrimination envers issus de l'immigration, les Noirs, les Arabes, les étrangers. C'était de plus en plus compliqué. En tout cas, pour ceux qui étaient visibles, c'est-à-dire les Noirs et les Arabes, ça devenait de plus en plus compliqué. Et la politique devient de plus en plus tendue, quoi. C'était pas facile. C'est-à-dire que mon père, il était au chômage. Après, il rentrait quand à un certain âge, il rentrait dans une situation de pré-retraite. Il a préféré demander la pré-retraite parce qu'il n'était pas sûr que le lendemain, il allait trouver un boulot. Après, ma mère, elle a trouvé un petit boulot de ménage. Et ça fait que j'allais travailler avec ma mère, j'allais l'aider. On allait travailler dans le 16e, dans le ménage, dans les écoles, les crèches. J'allais l'aider parce que je trouvais ça agréable de pouvoir... J'étais même pas genre, c'est une souffrance, je trouvais ça agréable de partager avec sa maman, de travailler avec elle, tu vois. Elle me dit, ouais, moi je vais venir, ouais, je sors vite de l'école, j'allais l'accompagner. Après, j'étais plus à l'école, j'allais l'accompagner quand même. Des fois, je peux pas, il fait, c'est pas grave. J'allais l'accompagner et je trouvais, parce qu'on partageait d'autres choses différentes. Je trouvais ça marrant, même si c'était compliqué, la vie est devenue très compliquée, on avait des problèmes de vie, de société, il y avait un peu de misère. Après, j'aime pas trop la misère, parce que j'aime pas dire ça, parce que cette misère, je m'en sers pour pouvoir faire des choses, quoi. Tu vois, j'aime pas appuyer ça, ouais, c'était dur, ouais, mais c'était dur pour plein de gens. Je vais pas faire tout un catalogue de la misère, ça m'intéresse pas. Parce que je trouve que c'est se victimiser encore plus. Et puis moi, j'avançais sur d'autres projets, et puis je me formais en aidant mes parents par rapport à ce que je peux. Puis on arrivait à vivre, et puis on était très modestes, et c'était très bien pour nous, quoi, je veux dire. À suivre, Junkie TJS partie 4. Graffiti for Life.